vous à nous. Heureuse de me retrouver avec cette femme aux multiples talents. Il s'agit de Roselyne. Roselyne, bien le bonjour. Bonjour Canel, bonjour à tous. Comment tu vas? Ben, ça va très bien, très bien. Ça se voit, tu es toute souriante. Malgré cette chaleur, tu vois bien qu'il fait chaud aujourd'hui. On est obligé de s'en accommoder. Hein. N'est-ce pas? Et c'est bien ce que nous faisons. Je sais que tu es née en Guyane, mais en Guyane où exactement? Alors je suis née à Cayenne, plus précisément sur la place des Palmistes, où à l'époque il y avait un couvent de bonnes sœurs. Maintenant, il y a une maison de retraite qui a pris la place. Sinon, j'ai grandi à Saint-Laurent-du-Maroni. Tu y vas régulièrement? J'y vais dès que je peux, histoire de me ressourcer un peu. Et j'y étais en 2019, où j'ai fait 10 mois à peu près. Et je suis revenue bien sûr en Martinique pour des raisons familiales. Et puis voilà quoi. Y a-t-il une grande différence entre la Guyane, je parle de la mentalité, entre la Guyane et la Martinique? La mentalité, peut-être pas, mais au niveau du fonctionnement, oui. C'est-à-dire? Parce que la Martinique, ça bouge beaucoup, mais la Guyane, c'est un petit peu plus... Ça bouge un peu moins, enfin, en mon sens. Je trouve que ça bouge un petit peu moins et les gens sont un petit peu blaises, on va dire. Ils prennent la vie coulance, quoi. Ils ont peut-être pas tort, hein, tu sais. Quelque part, je me dis, peut-être c'est eux qui ont raison. Hein. Roselyne, est-ce que tu te rappelles de ce que tu voulais faire quand tu étais enfant? Oui, je me rappelle quand j'étais enfant, je voulais être infirmière. Yeah. Je voulais m'occuper... soigner les gens. Soigner les gens, les plantes. Quand j'étais gamine, j'étais tout le temps dans le jardin en train de soigner les petits animaux. M'occuper des plantes. Dès que quelqu'un avait un mal de tête, un truc, il fallait que j'y aille pour essayer avec mes mains à essayer de soigner. Donc voilà quoi. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ça a changé? Ben, ça n'a pas changé, je suis toujours dans cette même mouvance. Mais autrement, je ne suis pas infirmière, mais je suis dans les soins énergétiques. Je suis naturopathe aussi, donc je fonctionne beaucoup avec les plantes. Et souvent, je suis dans la nature parce que pour moi, c'est primordial d'être dans la nature parce que sans nature, on ne vit pas. Puisque c'est grâce à elle que nous sommes là. As-tu cette sensation que la vie était plus difficile avant? Non, je dirais le contraire. Moi, je pense qu'avant, c'était quand même plus facile que maintenant. Alors que on dit qu'on est plus évolué actuellement. Mais je préférais la vie d'avant, sincèrement, parce qu'on était beaucoup plus simple, beaucoup plus humain. Et notre cœur était beaucoup plus ouvert. Alors que maintenant, c'est chacun pour soi. J'ai l'impression, en tout cas, que maintenant, c'est chacun pour soi. C'est une course, comment dire ça? C'est une course à celui qui va le plus vite, à celui qui... En compétition, tu veux En dire. compétition, voilà. Et sincèrement, je préférais la vie d'avant, même si ça allait un petit peu moins vite. On avait peut-être moins de technologie, mais on était plus humain. Ça a son importance. C'est ça. Différents métiers te caractérisent. Quel est celui que tu apprécies le plus? Sincèrement, j'aime mes abeilles. Je savais qu'elle allait J'aime mes revenir à abeilles, j'aime la nature. Donc me trouver dans la nature avec mes abeilles, franchement, ça me permet de me reconnecter. Sinon, j'aime aussi écrire pour les plus jeunes. Mon dada aussi, c'est m'occuper des personnes qui ont le besoin, quoi. Un exemple? Par exemple, je ne sais pas, les gens qui ont des soucis de santé, je fais de mon mieux pour utiliser les plantes que j'ai appris, que j'ai connues, de par mon passage en Guyane où j'ai appris à connaître les plantes, à les utiliser, d'où mon côté naturopathe. Et ensuite, j'ai fait pas mal de formations en tant qu'énergéticienne, donc j'utilise tout ça pour donner un bien-être à ceux qui en ont besoin. Quand as-tu commencé à écrire? Alors, j'ai commencé à écrire en 2019. J'étais de passage en Guyane et j'ai été en contact avec monsieur Bertin Diaou, qui est poète, mais aussi médecin.
Et je lui faisais des soins énergétiques à distance, puisque lui était en Côte d'Ivoire et moi j'étais en Guyane. Et il a vu que ça fonctionnait, donc on était tous les jours en contact. Osmose. Voilà, on était tous les jours en contact, donc il m'a demandé de lui raconter un petit peu ma vie, parce qu'en Afrique, ils sont très friands de savoir ce que sont devenus leurs frères, en fait, déportés. Donc je lui ai raconté un petit peu ma vie, la vie de mes ancêtres, et puis il m'a dit « Pourquoi ne pas écrire ça ?» Donc je lui disais que je n'ai jamais fait d'études de lettres, donc je ne saurais pas. Il m'a dit « Non, ne t'inquiète pas, vas-y, écris et puis on va voir comment on monte tout ça. » Donc au début ça a été compliqué parce qu'il a fallu prendre le roulis, quoi. Donc j'ai commencé à écrire de ce que je me rappelais. Tu y as pris plaisir. Ouais, il y a beaucoup de plaisir et puis il y a beaucoup d'émotions qui sont revenues de par mon aïeul qui était indien, qui a été déporté de l'Inde en Martinique. Donc j'ai transcrit tout ça dans le livre et tout ça. Et ce livre-là m'a permis en fait d'aller au Salon international du livre en Côte d'Ivoire en 2019, où j'ai rencontré énormément d'intellectuels, où maintenant j'ai pas mal d'amis écrivains en Côte d'Ivoire. Donc nous sommes toujours en contact. En contact. D'ailleurs cette année je devais y aller, mais à cause enfin l'année dernière plutôt, je devais y aller, mais à cause de la Covid, là, ça a fermé pas mal de frontières, donc je n'ai pas pu y participer. Et j'espère le faire l'année prochaine, si Dieu veut. Que représente l'écriture pour toi? L'écriture, pour moi, ça a été une expérience vraiment formidable. Et pour moi, c'est un partage des connaissances. Et c'est dommage que maintenant, nos jeunes ne s'adonnent plus à la lecture comme avant. Et alors que c'est quelque chose de vraiment formidable. Et ça me permet, quand j'écris, de m'évader, en fait. De m'évader, de raconter un peu la vie d'antan. Et quelque part, c'est comme... comment dire, comme si c'était un exutoire pour raconter des histoires aux jeunes. J'essaie de faire revenir les jeunes à la lecture, puisqu'ils ont quasiment baissé les bras, d'après ce que je constate. Mais est-ce que, par exemple, là tout de suite, j'ai L'assiette vide donc, de Roselyne Valence, l'une de tes œuvres, puis il y en a encore d'autres. Est-ce facile à lire? En fait, quand j'écris pour tout le monde, en fait. Donc, du tout petit au plus grand, ça se lit très vite. Ce n'est pas un livre volumineux, mais tout le monde s'y retrouve, parce que je parle un peu de la vie d'antan, un peu des jeux qu'on faisait à l'époque et comment les parents souffraient de petits moyens qu'ils avaient, donc comment ils jonglaient en fait avec les bienfaits de la nature, justement, puisque le petit jeune homme là, il se nourrissait de ce qu'il trouvait sur la route, c'est-à-dire dans les arbres et tout. Roselyne, L'assiette vide n'est pas ton premier livre, il y a eu donc Cayenne, héritage du sang mêlé, il y a eu Tikongo 1 et 2. 2 tomes, hein, ouais, d'accord. 1 et 2. Et moi, j'aimerais savoir quel est ton livre préféré concernant l'écriture? Mon préféré, sincèrement, c'est le tout dernier, L'assiette vide. Pourquoi? Parce que je me suis donné à cœur joie, c'est des choses que j'ai vécues. Donc, je n'ai pas vraiment eu à inventer ou à faire des recherches comme fiction, les deux autres alors? Les deux autres, ce sont aussi des fictions, mais je me suis sentie vraiment plus à l'aise dans L'assiette vide. D'accord, ok. Parce que Tikongo, j'ai eu des recherches à faire quand même pour Justement, moi j'étais en train de me dire, lequel as-tu trouvé difficile à écrire? Apparemment c'est Tikongo. Tikongo, ça raconte en fait l'histoire de nos ancêtres. Donc il fallait quand même faire des recherches pour ne pas dire du n'importe quoi et pour être crédible, tu vois. Donc j'ai dû faire quand même des recherches sur l'esclavage, sur la montagne pelée, comment ça s'est passé. Mais aujourd'hui tu en sais un peu plus, et puis nous aussi d'ailleurs. Voilà, c'est ça, c'est ça. D'accord, c'est un bonheur que tu apportes aux autres. Je fais le mieux en tout cas. Ce que j'aime, c'est essayer de transmettre la joie, mais aussi
mais aussi de dire, transmettre aux gens en fait l'amour de la nature, mais aussi de leurs ancêtres, et aussi... Ah, vraiment, ça revient chez toi à chaque fois. Toujours l'amour des ancêtres, la nature et le monsieur là-haut, quoi. Il ne faut pas l'oublier, quoi. Comment justement, alors on va pas parler de l'assiette vide, là je reviens donc aux autres livres, comment trouves-tu les intrigues, comment trouves-tu les personnages, comment tu y viens? Tu te réveilles un matin? C'est exactement ça. Non. C'est exactement ça. Je me réveille un matin et puis, comme si j'entends une petite voix qui me dit, comme Tikongo. J'étais en train d'écrire et puis j'ai entendu Tikongo. Donc c'est là qu'est venu le nom Tikongo, parce que j'ai entendu en fait le nom. Puis je me suis dit, ah tiens, ce serait pas mal ça. Peut-être que cette voix-là, c'est peut-être mon subconscient ou un ancêtre qui est venu me dire, raconte notre histoire. Et c'est comme ça qu'est né Tikongo en fait. Entre ton intrigue et tes personnages, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? L'intrigue. Parce que c'est quand même une histoire, j'écris quand même les grandes lignes d'abord, et puis après je développe. Donc au départ, je sais de quoi je veux parler, et puis après je brode autour de façon à pouvoir faire une histoire qui tienne déjà, et aussi que les personnes qui vont lire prennent un plaisir à lire ce que j'ai écrit. Et j'utilise des mots qui sont vraiment très faciles à comprendre et adaptés à tout le monde. Du plus petit au plus grand, tout le monde va comprendre, tout le monde pourra le lire facilement. Alors, hormis Edith Lefel, qui était la Guyanaise la plus martiniquaise que je connaisse, maintenant j'en connais une autre, c'est toi. Quel est ton proverbe préféré en Martinique? Ah, tu ne pas molly. Tu le vois comme c'est proverbe? Molly qui aide. Ah oui. C'est ça, parce que c'est vrai que la vie n'est pas facile. Mais il faut se battre. Il faut se battre pour réussir et il ne faut pas baisser les bras. Même si des fois tu tombes sur des gens, des fois qui te semblent être de bonnes personnes et puis avec le recul tu te rends compte que c'est pas ça. Mais il faut quand même pas baisser les bras, il faut continuer. Tu vas rencontrer sur ta route des gens qui vont te décourager. Mais le soir, je me mets à réfléchir sur certaines choses qu'on me dit. Et puis après analyse, je me dis mais non, il ne faut pas que je fasse ça, il ne faut pas que j'écoute, il faut que je fonce. Et puis voilà, et ça porte toujours ses fruits, quoi. Pour l'assiette vide, tu t'es inspiré de faits réels ou pas? Il y a un peu des deux. Parce que j'ai un de mes amis qui m'a dit, tu sais, quand j'étais gamin, j'ai connu l'assiette vide. J'ai dit, ah bon, pourquoi tu dis l'assiette vide? Et puis il m'a expliqué en fait comment il a souffert quand il était petit et tout. J'ai dit, ah ça m'intéresse. Est-ce que tu veux bien que j'écrive dessus? Et puis il m'a dit, il n'y a pas de problème et tout. Et puis c'est de là que j'ai commencé à écrire. Bon, j'ai pris note, ça m'a fait 10 lignes sur l'histoire qu'il m'a racontée de son enfance. Et puis après, j'ai commencé à broder dessus. Et j'ai raconté un petit peu de mon histoire aussi. Ce que j'ai connu quand j'étais gamine. Et puis j'ai relié les deux. Et puis ça a donné l'assiette vide, le titre. Hein. Roselyne, on est en 2050. Non, alors, Roselyne, ferme les yeux. Nous sommes en 2050, que vois-tu? Ah là là, mon Dieu, en 2050, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas grand-chose de réjouissant. Mais au plus profond de mon cœur, je me dis qu'il faut quand même qu'on reste positif et qu'on essaie d'avoir beaucoup d'amour pour son prochain. Et je pense que c'est ça qui va nous sauver en fait, c'est l'amour et le fait d'être connecté au divin. Je pense que c'est ça qui nous sauvera parce que vu comment le monde est parti, on aura affronté beaucoup de choses difficiles et à mon avis, c'est ça qui nous sauvera, c'est l'amour de l'autre, de nous-mêmes et aussi la prière. Tu remarques que les gens ne s'aiment plus? Mais bien sûr, les gens ne s'aiment plus maintenant, c'est le profit, c'est essayer de prendre de l'énergie ou des choses sur l'autre. Malheureusement, et c'est vraiment dommage qu'on arrive à ce stade-là. Et il faudrait qu'on arrive à se reconnecter, comme je dis souvent, à retrouver l'amour de son prochain et à s'aider surtout, à aider l'autre.
C'est ça qu'on a perdu en fait. Toi qui es énergéticienne, donc tu conçois qu'il y a des gens qui prennent l'énergie des autres Tout à fait. facilement? Je pense que si il y en a qui le font consciemment, il y en a qui le font inconsciemment. Et malheureusement, si on n'est pas, comment dire ça, je vais réutiliser encore ce mot, connecté. Si on n'est pas connecté à la terre et au divin, c'est facile pour un autre de pomper notre énergie, quoi. S'il s'y connaît, il peut le faire facilement. Et c'est là qu'il faut faire attention justement et ne pas toujours entrer dans l'autre à n'importe quel moment. Faire attention à ses fréquentations parce que sans qu'on s'en rende compte, on se fait bouffer à l'heure actuelle. Là, on se fait bouffer si on ne fait pas attention, quoi. Du coq à l'âne, quel est le repas que tu prépares le mieux, chère guyanaise? Ah, c'est le colombo. J'aime beaucoup le colombo avec le curcuma et tout. Bon, c'est bien que ça vient de l'Inde, bien sûr. Et comme je suis originaire de l'Inde de par ma mère, donc c'est vrai que je suis plus connectée du côté hindou parce que j'ai connu quasiment que ça, plus ou moins, puisque mon aïeul c'était un prêtre hindou. Donc la cuisine hindoue, c'est plus mon dada. Très chère, la chose la plus mystique que tu aies vécue? Oh là là, mon Dieu, j'ai vécu des choses extraordinaires et aussi moins extraordinaires. Mais la chose la plus extraordinaire que j'ai vécue, c'était en Guyane. Ouais, c'était en Guyane et j'ai vécu la guérison de quelqu'un qui était malade. Et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire parce que j'étais sur un village Saramaka ce sont des gens avec qui j'ai grandi en fait, et à Saint-Laurent-du-Maroni. Et l'un des meilleurs amis de mon père était Saramaka. Et j'étais très souvent avec lui parce que c'est avec lui que j'ai appris justement la connaissance des plantes. Et cette personne, je l'ai vu soigner des gens avec les plantes. Il est toujours vivant ? J'ai vu, non malheureusement, il n'est plus là, il n'est plus de ce monde. Mais j'ai vu les résultats des soins qu'il a apportés à des gens qui étaient vraiment très malades. Et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire de voir comment, avec une plante, ce qu'on peut faire. Je trouve ça vraiment magnifique. De là où je lui dis bravo et merci d'avoir aidé et soigné ces personnes malades, quoi. Tu penses qu'après lui, il n'y a plus? Il y en a encore. D'accord. Il y en a encore beaucoup qui tiennent à soigner les gens toujours avec les plantes. Et je me dis quelque part, les énergies sombres, on va dire, il y a une certaine énergie sombre qui essaie de nous empêcher d'utiliser nos plantes pour continuer à nous soigner. Mais il faut qu'on continue à garder ce côté naturel qu'on a en nous et qu'on continue à se soigner avec les plantes parce que c'est important pour moi. Alors si j'ai bien compris, le prochain bouquin, si vous l'avez bien compris comme moi-même, le prochain bouquin, ce ne sera pas une fiction, on va parler plantes, j'en suis sûre. Non, je suis en train d'écrire sur quelque chose, mais malheureusement, oui, je suis déjà arrivée à presque la moitié, mais ça ne parle pas de ça du tout. J'aurais bien aimé que tu écrives sur les plantes. Non, ce que j'ai écrit... Tu y as pensé quand même? J'y ai pensé, j'ai commencé, mais on m'a un petit peu découragée. On m'a dit que vaut mieux pas, parce qu'il y a des secrets qu'il ne faut pas donner, qu'il faut garder. En écrivant L'assiette vide, quelles sont les situations les plus inattendues que tu as pu rencontrer? Je n'ai pas eu de situation inattendue parce que ça a été tellement fluide. Donc ça a coulé, le stylo il coulait tout seul. J'avais l'impression que le truc coulait tout seul, quoi, tu vois. Alors que je parle de périodes que je n'ai pas forcément connues, ni vécues. Et c'est vrai que j'en ai parlé un petit peu à des grandes personnes pour avoir des petits sujets qui sont quand même anciens. Et ils m'ont parlé en fait de certaines choses que je parle dans le livre. Et comme si je peux donner un exemple, comme
Les tinettes. Ça qui est Les net. tinettes avant, tu sais, avant nous tenir batchés, nous devons aller aux toilettes le soir, puis après il fallait nous jeter ça. J'ai pas connu ça, Quelle période! mais on m'a raconté ça, quoi. Nous sommes quand même des enfants gâtés. Ouais. Mais c'est vivais vrai. mieux avant, j'ai comme Non, mais l'impression. je préférais quand même. Oui. Ah ouais, c'était nettement mieux. Vu la population vieillissante, est-ce que tu conseilles aux jeunes du pays de s'en aller? Non, justement. Il faut qu'ils reviennent pour reconstruire un peu. Malheureusement, j'ai remarqué qu'il y a un grand emplacement, comme disait Aimé Césaire. Maintenant, il reste très peu d'Antillais, je dirais, maintenant en Martinique. Hein. Si tu regardes bien autour de nous, voilà quoi, si on ne fait pas gaffe et on ne se réveille pas maintenant, dans peu de temps, on sera tous en métropole et puis et vice-versa quoi. Roselyne nous appelle au réveil. Bien. Ah oui, il faut qu'on se réveille assez vite même. Rose, de quoi as-tu le plus peur? Sincèrement, ce qui m'effraie le plus, c'est de voir qu'on n'arrive pas à se reconnecter, qu'on n'arrive pas à se transmettre l'amour. Enfin, il faudrait qu'on arrive à se donner la main pour qu'on puisse avancer. Alors, moi, j'entends parler depuis un moment. Je me suis dit, elle est sur quelle planète? Est-ce que c'est pas utopique? Parce que moi, je vis, je vois autour de moi. Mais tout ce que j'ai eu envie, c'est de te faire ça. C'est bizarre, hein? Et tu parlais de se tendre la main. C'est ça. Tu vois, et c'est tout ce que j'ai eu envie de faire. C'est pas utopique, c'est normal. On en a besoin et si on n'en a pas, c'est mort. C'est clair, c'est mort. clair. Il faut qu'on arrive à se donner la main, qu'on se soutienne et qu'on s'aide mutuellement à avancer. Pourquoi tu t'es énervée la dernière fois? La dernière fois que je me suis énervée, c'était pour une injustice. Laquelle? C'était pour une injustice parce que c'est quelqu'un qui a donné son cœur à son travail. Je parle de mon cas, hein, où c'est une injustice parce que j'ai travaillé pour quelqu'un que j'aimais et que j'aime encore beaucoup. Hein, j'ai trouvé en fait qu'il y a eu une injustice. Je dirais pas qui, mais j'ai donné tout mon cœur à l'ouvrage en fait. Et puis quand j'ai vu le remerciement qui a été donné par la suite, j'ai dit mince, je me suis dit, j'ai donné tout mon cœur à l'ouvrage pour que tout fonctionne et que ça n'a pas fonctionné. Et puis voilà, hein, comme on dit, je me dis que quelque part, il ne faut pas blâmer une contrariété et puis je vais laisser courir. On a tous tendance à faire ça, à vouloir en donner à d'autres. Il ne faut jamais regretter le bien qu'on fait à autrui. Mais des fois, c'est vrai que ça pèse parce qu'on n'est pas récompensé, on n'est pas remercié suffisamment. Et je peux te dire que beaucoup d'entre nous vivons cet instant d'injustice. Parlons toujours de ton ouvrage, L'assiette vide. As-tu un rituel d'écriture? Est-ce que c'était le matin où tu aimais écrire? Est-ce que c'était la nuit, l'après-midi? Là, c'est l'après-midi, tu as vu comment il fait chaud, je suis sûr que tu n'aurais pas écrit à cette heure-là. Ah non. Non. En fait, ma routine d'écriture, c'est plus le soir. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de bruit, que je suis posée, c'est là que les idées fusent. Donc tout de suite, j'aime bien écrire d'abord sur papier. Mm-hmm. Donc je prends mon papier et tout, je note tout ce qui me vient. J'écris mais des kilomètres, on va dire, de texte. Et puis après, une fois que tout est écrit, c'est là que je vais retourner sur l'ordi et me dire bon, où je vais placer ça, où ça va cadrer, où ça va rentrer et tout. Et puis c'est comme ça que j'écris en fait. Et puis après quand je relis, je me dis eh bien on aurait dit que j'avais le texte et puis le truc rentre impeccablement dans le texte que j'avais déjà écrit en fait. Et c'est fou hein, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dicte quoi écrire. Et j'ai l'impression que la connexion est plus facile le soir, peut-être parce que les gens bougent moins ou bien c'est plus calme, calme, on est plus posé, donc voilà. Combien d'exemplaires as-tu publié de L'assiette vide? Donc j'ai publié 200 exemplaires et là à l'heure actuelle il m'en reste plus du tout. Ce livre-là je l'ai volontairement pas fait sortir en Martinique
Donc j'ai quelques exemplaires en ma possession, mais il est sorti en Afrique. Quel a été le ressenti des Africains sur l'assiette vide? Tu as eu des retombées? Eh ben, figure-toi qu'ils ont adoré parce qu'ils se sont revus dans le texte. Même le correcteur, il m'a appelé en personne pour me dire franchement Roselyne, là, en lisant ton livre L'assiette vide, je me suis vue dedans. Super. Ah ouais. Et qu'est-ce que ça fait justement? Ah ben, ça fait plaisir de voir que j'ai mis mon cœur dans le livre et de voir que c'est reconnu. Franchement, ah ouais, ça fait plaisir. D'accord. Les proches quand même, on va parler des proches, ton fils, ta mère, quand ils l'ont lu. Ah ben, tous mes amis que j'ai donné à lire ce livre, tout le monde m'a dit, mais on a l'impression que c'est notre vie que tu racontes dans le livre là. Alors quand est-ce que ça va sortir ici? C'est très important quand même. Eh ben, en Martinique, il faut que je trouve un éditeur en Martinique, parce que là il est sorti en Afrique et parce que il faut dire aussi qu'en Afrique les enfants lisent énormément. Un bon livre comme on le faisait avant, ça rend beaucoup plus intelligent. C'est tout à fait ça. Mais il faut dire aussi que en Côte d'Ivoire, j'ai remarqué qu'ils ont des cours de lecture, des concours de lecture avec les enfants qui n'existent pas ici. Et dans toutes les écoles en Afrique, il y a une section lecture. Ils privilégient la lecture dans certaines sections. Ils font venir des auteurs, ils privilégient la lecture à l'école. Et lors du Salon international du livre, il y a des classes qui viennent, toutes les classes viennent en bus pour connaître les auteurs et lire les livres sur place ou lire pour apprendre à connaître qui a écrit les livres, te poser des questions sur ce que tu as fait et ça n'existe pas chez nous malheureusement. Roselyne, quel est ton roman qui s'est le plus vendu? Alors, j'en ai deux, c'est-à-dire le tout premier qui s'appelait Caïn, l'héritage du sang mêlé. Et puis L'assiette vide, le deuxième, franchement, ces deux-là se sont très très bien vendus. Très sincèrement, j'espère que tu vas trouver un bon éditeur en Martinique pour pouvoir offrir la bonne lecture à ceux qui vivent ici et puis même dans la Caraïbe, c'est très important. J'attends de trouver le bon éditeur pour le faire sortir en Martinique. On en arrive dans cette émission à mes 5 mots pour lesquels je te demanderai ton ressenti en me faisant une phrase. Te concernant, si je te dis le bain de feuillage. Ah, j'aurais dit que c'est toute mon enfance. Toute mon enfance et quand on était petit, toutes les mamans préparaient des bains de feuillage pour les enfants avant l'école, enfin pendant les vacances, pour les rentrées. On avait tous droit, surtout en période de chaleur, on avait nos bains de feuillage pour ne pas avoir des petits boutons sur la peau. Si je te dis la ruche. La ruche, ça c'est mon dada, c'est mes abeilles, c'est mes filles, c'est mon petit coin d'évasion on va dire, parce que c'est quelque chose que j'aime quoi. Si je te dis la fidélité. Je suis quelqu'un de très fidèle. Et là, manqué pour un créole. Et puis aussi, ma cadeau, la scène. La scène sans bail que mon font seul font la vie moi. Et m'ont trouvé ça tellement belle. Ouais, ces poissons qui ont sorti, qui ont sauté en disant scène là, m'ont trouvé ça magnifique. Et si je te dis l'amitié? L'amitié, je suis quelqu'un de très fidèle en amitié aussi, donc j'ai des amis de très très longue date et pour moi c'est important. C'est important d'avoir des amis sur qui on peut compter, même si on ne les voit pas tout le temps, mais on sait que quand on a le besoin, qu'ils sont là pour nous épauler, ça c'est important. Pourquoi devrait-on te lire? Je pense que dans mes livres, j'essaie de transmettre en fait tout ce qui est l'amour. Parce que pour moi, c'est ça qui est important, l'amour, la nature, l'amitié, se tenir les coudes pour nous aider à avancer. Et puis, connexion au mystère. En tout cas, c'était avec un plaisir certain que je t'ai reçu dans ce De vous à nous. Ça fait un moment que je devais le faire. Merci d'être venu dans le De vous à nous. Merci Roselyne. Merci à toi, Canel. Et merci de nous avoir regardés, écoutés et puis connexion. Empile l'amour et puis fils force.